falloir après réinterroger son bonheur personnel, ça c'est individuel, hein, ça je m'en mêle pas, mais la notion de progrès, il va falloir la réinterroger. Et ce que tu disais, justement, Julien, c'est vrai que quand on appréhende la nature, vous allez en Amazonie, vous allez en Équateur, enfin en Amazonie ça dépend des points, si c'est versus Bolsonaro, c'est bon, moyen, mais vous avez la Pachamama, vous avez la terre-mère, vous avez Lovelock, qui nous a sorti donc la notion de Gaïa. Vous allez au Bhoutan, donc petit pays coincé entre le Népal qui est moins grand que la Suisse et qui touche, je crois, l'Inde. Vous avez cette notion de bonheur national brut, de BNB qui est totalement adossée à la forêt et à la nature. Je ne dis pas que tout est florissant, c'est pas ça du tout, et on ne cherche pas à plaquer forcément un modèle sur nos sociétés merveilleusement occidentales. Mais justement, on essaye de recoudre un petit peu ça. Alors comment on essaie de recoudre ça, Lise Dalleux, parce que donc troisième adjointe au maire de Lille, déléguée au développement durable, donc soutenable, et donc à la nature en ville. Ça, c'est vrai que c'est une appellation, là aussi. Il y a 10 ans, vous n'aviez personne, si vous voulez, parmi les élus, on disait la nature en ville. Voilà. Et donc maintenant, ça se fait. Sur un territoire que vous le savez, vous par cœur, donc qui a quand même extrêmement souffert, sûrement plus que les autres, où la durée de vie est moins importante chez vous en Pas-de-Calais, globalement, que dans le reste de la France, où vous avez, je le disais un petit peu tout à l'heure en préambule, pour essayer de vous faire patienter, que vous avez 7% de surface forestière, donc c'est la plus faible de France. Et en même temps, comment on fait pour créer donc un visage nouveau dans une ville donc, comme Lille, qui est quand même relativement minérale, mais quand même, comment on trouve les moyens de composer pour avoir un nouveau verdissement, et donc là aussi que la nature, faire société avec la nature. Alors là, on est très au quotidien, mais c'est très intéressant de voir comment on fait. Tout à fait, effectivement, on est très au quotidien, comme vous le dites, on parlait de coopération. Et voilà, moi déjà je ne suis pas une experte en nature en ville, et j'ai donc autour de moi des tas d'acteurs qui sont ici dans la salle, Julien notamment, avec lesquels nous faisons nature et société, j'ai envie de dire. Moi je me suis, dans le cadre de ma mission, il y a quand même une acculturation évidente de la part d'un grand nombre de gens, même si ça a tendance à s'accélérer aujourd'hui. Et je me suis inspirée finalement de sources que sont Jean-Louis Etienne, qui est explorateur et qui dit donc la nature, c'est pas le décor de l'existence, c'est une mutuelle que toutes les espèces ont en commun, et notamment la vie. Et donc, ça veut dire préserver la nature, et ça veut dire donc travailler ensemble pour essayer de la mettre au cœur de notre système extrêmement urbain. Et il y a aussi Guillaume Faburel, que vous connaissez, qui a écrit les Métropoles barbares, et qui parle de s'émanciper face à une urbanisation galopante. Et ça, c'est mon deuxième guide, en quelque sorte, qui me permet de travailler plutôt sur le ménagement des choses plutôt que l'aménagement, ou avant l'aménagement, parce qu'il en faut de l'aménagement. Voilà, donc c'est un peu deux missions que je me suis fixée au sein finalement de la ville de Lille, de la municipalité, et je reviens à ce mot acculturation aussi, c'est un mot qu'on n'a pas encore forcément beaucoup dit, on parle de coopération, plein de choses, mais depuis 3 mandats maintenant, la politique de nature en ville travaille à cette acculturation. Et c'est vrai qu'on a un effet d'accélération ces derniers temps, et d'acculturation donc avec l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent à la nature en ville. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de résilience, c'est plus du tout un gros mot. Vous-même, si vous voulez, donc on va dire depuis 2-3 ans, vous pouvez avoir plus de facilité dans ce mandat pour pouvoir faire passer des idées, alors qu'avant, on se foutait un petit peu. Et pas spécialement Caline. Hein. Non, mais tout à fait, vous avez raison. Et comment dire, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs ici dans la salle qui ont ce même sentiment. On peut effectivement, on est en situation d'urgence, et du coup il y a une prise de conscience qui s'opère et qui fait qu'on monte les curseurs, comment dirais-je, en termes
d'acceptation finalement de cette idée que une ville comme Lille a besoin de sa part nature au sens noble du terme, et au sens, enfin noble, c'est pas forcément le mot, mais au sens entier et plein du terme. Voilà. Et donc, quels sont les arguments qui fonctionnent, voilà, justement? on a amené ensemble toujours, hein, je tiens beaucoup parce que voilà, tous les acteurs autour de moi y ont contribué et continuent de le faire, à autoriser la gestion de l'espace public par les citoyens. Et là, on a passé un cap, parce que je pense qu'encore en début de mandat, donc il y a 5 ans en arrière, l'idée de pouvoir travailler sur un territoire public, l'idée que des citoyens puissent eux-mêmes prendre en gestion un espace public, même de manière temporaire, et d'ailleurs le transitoire était aussi très mal imaginé dans la tête de certains décideurs, on va dire comme ça, parce que ça pouvait créer des usages qui se pérennisent ensuite. Aujourd'hui, on se dit, c'est transitoire, mais de fait, ça peut générer des usages qui perdurent par la suite. Alors, traduction, permis de végétaliser, par exemple. Alors, le permis de végétaliser, oui, c'est ça. Donc, c'est bêtement et simplement l'autorisation donnée à un projet d'un citoyen, d'un collectif, d'une association de cultiver un bout de rue, un bout de trottoir, un rond-point, d'amener c'est-à-dire qu'il éclate lui-même, mettons, un bout de bitume, ou bien quand même on référait un peu au service technique. Vous voyez, c'est ça. On travaille ensemble, justement. Ouais. Alors, ça aussi, c'est nouveau, en fait. Enfin, c'est nouveau. C'est très différent. En tout cas, les services sont beaucoup plus en relation avec le citoyen. Et d'ailleurs, ça a permis aussi d'opérer une forme de réforme de la démocratie participative en proposant aux citoyens aussi de proposer des projets d'investissement sur l'espace public. Voilà. C'est ce qu'on appelle les budgets d'investissement participatif. Et donc, ça a donné lieu à des plantations, par exemple, d'arbres fruitiers par centaines dans la ville. Ça a donné lieu à des végétalisations de rues entières qui, combinées avec le travail des services, permet de créer les prémices d'une trame verte, si je puis dire, dans la ville. Alors, une ville comme Lille, elle est très minérale, vous le disiez, de par son histoire. On n'a pas beaucoup d'espace. Quand on en a sur des friches industrielles sur lesquelles, alors ça fait souvent débat, il y en a qui vont sourire ici dans la salle, parce qu'il y en a une qui est très symbolique, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on bascule complètement dans le tout nature, ou est-ce qu'on essaie de trouver des curseurs à l'équilibre entre la part de nature, mais aussi la part nécessaire pour loger les gens? Enfin, je pense que le débat est derrière, mais enfin, non, c'est maintenant qu'il faut en parler. Et donc, en tout cas, toutes ces questions-là aujourd'hui, elles sont amenées au débat, et dans le cadre de cette réforme de la démocratie participative, aujourd'hui c'est possible, ça ne l'était pas il y a encore quelques années. Alors, il y a aussi un autre point qui est essentiel, c'est évidemment celui de l'eau. Donc, le réchauffement climatique, ça va être, si vous voulez, une amplification des extrêmes. C'est-à-dire que je suis désolé de vous le dire, les endroits où il pleut, il va pleuvoir encore plus, vous êtes en plein dedans, Île-de-France et tout. Il y a des endroits où il fait sec, il fera encore plus sec. Si on veut un résumé, entre autres, et aussi l'accélération des phénomènes. Donc ça, c'est un résumé du réchauffement climatique. Comment on fait? Parce que là aussi, il faut quand même que l'eau puisse s'écouler. Donc c'est aussi une manière aussi de refaire corps avec la nature. Donc la notion de la perméabilité. On ne va pas faire des tuyaux de plus en plus gros, ça ne marche pas. Donc on voit ce qui s'est passé sur les 120 km de la rivière Argence dans le Var, qui est un exemple extrêmement symbolique, évidemment, qu'on peut être que solidaire. Moi, je le disais à l'antenne donc dimanche. Bon, d'un autre côté, je glissais un tout petit peu que cet argent, ça avait besoin de divaguer et d'aller trouver de la terre dans laquelle s'infiltrer. Donc, c'est pas non plus un hasard. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le réchauffement climatique qui va vous apporter plus d'énergie dans le système, donc vous aurez davantage de pluie, davantage de provocations, on va dire, nuageuses. Et à côté de ça, vous avez aussi donc, le travail qu'a effectué l'homme, c'est-à-dire l'asphaltisation, la bétonisation diverses et variées. Qu'est-ce que l'on fait de ce côté-là? Alors, là aussi, c'est quelque chose qui bouge beaucoup en ce moment. On parle, entre
entre nous, entre élus, de débétonisation, de déminéralisation. Donc on a commencé depuis un an dans les cours d'école. On avait très peu de cours d'école, comment dirais-je, végétalisés, oui, c'est ça. Il y en avait quelques-unes qui possédaient un arbre et beaucoup qui étaient complètement minérales. Donc voilà, ça y est, c'est lancé et c'est finalement un tabou aussi qui tombe quelque part, quoi, sur l'histoire de la propreté, les gamins qui glissent sur les feuilles, etc. Et je pense que tout le monde et les autorités sont beaucoup plus enclines à voir qu'on peut glisser dans la boue, mettre les mains dans l'eau, etc. Donc, avec un objectif évidemment de réinfiltration de l'eau à la parcelle, de voir pousser des choses sur la terre qu'on a dégagée, voilà, sous béton la terre. Et oui, alors, et c'est vrai qu'ici à Lille, on a, enfin, les épisodes pluvieux ont été repérés parce qu'il y a eu un diagnostic des vulnérabilités. Donc, il y a évidemment les îlots de chaleur, mais il y a aussi les épisodes pluvieux qui sont, depuis quelque temps, produisent plus de la même façon, voilà, on va dire comme ça, et qui sont décalés, qui remplissent plus les nappes phréatiques comme il le faudrait. Et donc il y a aussi une prise de conscience très forte. Donc la réhabilitation aussi des cuves de récupération de pluie, ça paraît évident, mais voilà, c'est quelque chose qui revient aujourd'hui très très fort. Et l'aménagement des bords de deux, Florent, ça va être son truc. Florent, donc il y a vraiment un travail avec, on a un écologue municipal, mais je pense que, enfin ça je ne vais peut-être pas le répéter, dans le cadre de la nature en ville, ça fait quand même 3 mandats qu'il y a une poussée vraiment vers une gestion écologique des espaces. Voilà, et donc on a un écologue depuis plusieurs années avec qui on travaille la renaturation des berges, par exemple, de manière à permettre à l'eau de s'infiltrer et à la biodiversité de s'installer. Merci beaucoup. Donc là aussi, après un questionnement, vous inquiétez pas, il va y avoir une ouverture vers vous. Je ne vous oublie pas. Florent Lamiot, donc écologue, je vais te dire amoureux de la nature depuis quasiment tout petit. Hein, donc c'est ça, moi je te connais depuis 20 ou 25 ans. Ouais, voilà. Donc homme de la Deule, je le disais, le gars qui a fait un film sur la Deule, vous l'avez là. Hein, donc bon. Nous sommes dans une société aujourd'hui de réparation. Dans une société de résilience. Vous n'avez pas un élu, je ne parle pas ici localement, parce que localement ils le disent, mais national qui vous parle comme ça, ne dit pas ça. Hein. Donc, on va vous parler de la 5G, on va vous parler de tout ça, de ce que vous voulez, Startup Nation et allons-y gaiement. Et pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas, moi je ne pose pas les gens, mais l'essentiel, on en parle quand même relativement peu, quoi. L'écologie, pendant un certain temps, c'était accepté à condition que ça n'emmerde pas, si vous voulez, le système principal de la consommation et de l'hyperconsommation. Et évidemment que c'est frontal. Évidemment que c'est frontal. Donc, c'est vrai que l'écologie est un sport de combat. Mais ça bouge. Maintenant, quand même, soyons clairs, ça bouge, même au niveau du gouvernemental, ils le comprennent. Il faut tirer de le ressentir, ils le comprennent. C'est déjà une première avancée. Société de réparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, comment est-ce qu'il faut parler de défragmentation de ce monde aujourd'hui d'un point de vue écologique voilà, alors on reste toujours donc sur ce thème, hein, comment refaire société, ou faire société, parce qu'on le faisait avant, on le faisait, société avec la nature. On ne se posait pas la question, hein, il y a une centaine d'années. Pour le meilleur, le pire de ce que vous voulez, mais enfin on le faisait. Bon, comment on fait, comment on s'y prend? Est-ce qu'avant de répondre, tu peux revenir un peu en arrière? Évidemment. Alors, sur la première intervention sur le paysage, je suis totalement d'accord que le paysage, c'est une interface homme-nature. On a donné l'exemple du bocage ou des rizières, mais il y a des études récentes qui montrent qu'en pleine jungle, et notamment en Guyane, ou à côté de la jungle, en fait, ce sont des paysages qui ont été très construits par les Amérindiens il y a très longtemps. Et je vais revenir sur ce disant, le bocage, c'est pas naturel. Ok, une friche, c'est pas naturel. Un terril du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas naturel, mais on a qu'on s'en réserve quand même en arrêté préfectoral de biotope, et c'est bourré de biodiversité. Ils ont tous en commun, ces milieux-là, d'être des endroits où la nature, les processus naturels s'expriment spontanément. Et pour que ça se fasse, il faut leur laisser de la place, du temps et des ressources pour lesquelles nous sommes en compétition avec le reste du vivant, notamment de l'eau.
quelques sels minéraux, du phosphore, du potassium par exemple. Effectivement, du carbone, de l'azote, il y en a partout. Ça peut aller. Voilà. Donc je voulais dire ça. Cette notion de nature, en fait, on a posé des questions, on n'a pas dit ce que c'était que la nature, on n'a pas non plus répondu à la question qu'est-ce que c'est que la société. On a dit par petit bout, on essaye par petit bout. Mais vous voyez, on n'a pas une définition. Et au fur et à mesure que le débat avançait, je me disais qu'en fait, la question, on se l'est mal posée. On pourrait retourner la question, et je vous la pose si vous voulez, c'est est-ce qu'on pourrait ne pas faire société avec la nature ? Si on décide de faire ça, et c'est ce vers quoi on va, en fait, la société actuelle, on est mort. Tiens, le micro comme ça, je vais faire une petite... C'est un truc que je fais avec mes étudiants depuis longtemps. Je vous le fais juste pour... Voilà, mais on a parlé des communs. Les communs, c'est quoi? En fait, c'est des choses dont nous bénéficions tous. Par exemple, l'eau, c'est un commun. C'est quoi le prix d'un litre d'eau? Quand vous êtes dans le désert depuis 2 jours et puis qu'il vous reste 100 d'eau à partager entre 5 personnes, ça coûte combien 5 cm3 d'eau? Et donc le truc que je fais à mes élèves souvent, je leur dis, c'est quoi le truc le plus important pour vous dans la vie, à part le sexe? Au bout d'un certain temps, il y a 10-15 ans, tout le monde me disait, c'est l'argent. Plus personne ne dit ça maintenant. Et quand la réponse que j'attends n'arrive pas tout de suite, je me mets derrière un des élèves que je prends au hasard. Et je... Tiens, le micro. Voilà. Un litre d'air, ça coûte combien? Vous êtes prêts à payer combien pour un litre d'air? Qui aujourd'hui? Qui paye son air? Les Japonais. Ils ont réussi à balancer des bornes maintenant. Effectivement. Pour respirer. Ouais. C'est quand même extraordinaire ça. Et donc, deuxième question, qui fabrique l'air que vous respirez qui n'a pas de prix? Ça tend vers plus l'infini, le prix de l'air. Et finalement, le prix du sol aussi, c'est moins urgentissime, mais ça tend vers plus l'infini. Il y a des mecs qui attendent de nous vendre de l'air. C'est ça qui est dingue. Et absolument, et on nous vend déjà de l'eau. Et donc, cette question des communs à Lille, il y a un truc qui s'appelle Lille en commun. Donc, c'est des gens qui se réunissent et qui essaient de faire un catalogue des communs. Et donc, évidemment, ils ont mis l'eau, les espaces naturels dans les communs. Et par exemple, ils ont mis Wikipédia dans les communs. S'il y a un effondrement, parmi les trucs à sauver, ce serait Wikipédia, en fait. Qu'il faut améliorer, par exemple, pour apprendre à mieux cultiver, apprendre à se débrouiller dans la nature, réapprendre effectivement les solutions qu'on avait avant. Et donc, parmi les choses catastrophiques, alors moi j'ai le malheur et le bonheur d'être écologue, et donc voilà, je crois que ça a commencé à 5 ans, et à 15 ans, je me dis, avant de mourir, je veux avoir vu au moins, j'avais abordé au Sumatra ou la Guyane, tout en me disant déjà, c'est une catastrophe, je vais devoir prendre l'avion, comment je vais rembourser ma dette écologique. Je crois que j'ai fait partie en France des premiers à calculer mon empreinte écologique. Oui, c'est vrai. Et elle est catastrophique, avec peut-être Guyane à l'époque, et puis avec un magasin. Non, mais attends, là je le dis tout de suite pour les uns et pour les autres. La culpabilité n'a jamais été bonne conseillère. Les uns et les autres ont fait ce que l'on peut. Donc, arrêtons de se flageller. C'est quand même un facteur de motivation. Mais on est d'accord, ça peut être un moteur. Non, mais je ne dis pas carpe diem et allons-y, cramons notre CO2. Mais simplement, c'est qu'il y a un moment, si tu veux, lorsqu'on a fait les procès, Yann-Arthus Bertrand, Hulot, etc., même Mathieu Ricard qui fait 3 voyages par an, et l'écologiste, j'ai eu droit à ça. Je rebondis tout de suite là-dessus. Le truc que je me suis donné pour supporter ça, c'est qu'en fait, et que j'explique autour de moi depuis longtemps, on peut rembourser sa dette, on a tous une dette écologique, y compris vers les générations futures. Et donc je peux, en mon âme et conscience, dire ok, je vais faire un voyage par exemple où je vais fortement alourdir ma dette écologique, mais je calcule ce que je peux faire ensuite pour planter assez d'arbres, reconstituer assez de tourbières, acheter des espaces naturels avec une association, travailler avec les agents pour faire un jardin écologique ouvert. Ce que tu ne dis pas parce que tu es modeste, c'est que quand tu es parti en Guyane, tu es allé récupérer un savoir pour apprendre effectivement ce qui se passait. Et donc ça sert à beaucoup de choses. Mais oui, et le redistribuer. Exactement. Et donc ça fait partie du remboursement de la dette écologique. Tu disais résilience, société de la réparation. Vous allez vivre
surtout les plus jeunes, là. On peut le prendre de plusieurs manières. Moi, je vous invite à le prendre comme une aventure. Presque un jeu, mais vraiment un jeu difficile. Les jeux de survie, la télé, tout ça, c'est de la rigolade. Ça va être difficile. C'est le principe de la télé. Et si vous arrivez à le faire solidairement, ensemble, en apprenant, ça va être jouissif. C'est ce que dit très... Qui a lu Pablo Servigne dans la salle? C'est déjà pas mal. Donc c'est les gens qui travaillent sur la notion d'effondrement, et donc il dit il va y avoir un effondrement, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre monde, celui qu'on connaît, et qui va droit dans le mur. C'est plutôt pas mal cette nouvelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux qu'avant pour nous? Et effectivement, je sais pas le mot que j'utilise d'habitude, mais qu'on fasse société. Alors aussi, il y a un truc qui m'embête avec la notion de paysage, c'est que le paysage, quelque part, c'est quelque chose qui est autour de nous. Et on a du mal à imaginer le paysage du ver de terre, on a du mal à imaginer... Alors ça, maintenant, depuis qu'il y a de la plongée sous-marine, et Cousteau a fait les films, on dit des paysages sous-marins, ça va. Mais il y a des gens qui pensent que Mars, c'est un paysage, des belles photos qu'on a fait sur Mars, et il y a des gens aussi, il y a des sondages qui se font hein, dans les écoles d'architecture et paysage, on a fait des cours là-dessus. Ce que nous, on appelle un paysage, c'est pas la même chose que ce que nos parents ont appelé un paysage. Et... la question paysage m'intéresse, j'ai eu des cours pendant 15 ans à l'école Villeneuve d'Ascq, mais il manque quelque chose. Il manque notamment quelque chose d'écologique. Par exemple, si je prends l'air qui est autour de moi, qui est les excréments des plantes, hein, l'oxygène et le CO2 qu'il y a dans l'air, ce sont des excréments. J'en fais une sorte de nourriture, l'oxygène c'est pas exactement ce que je mange, mais pour mon métabolisme, c'est essentiel. J'expire, je renvoie du CO2. Et dans mon intestin, moi j'appelle ça le cobiote, j'ai un biote, ça dépend de votre poids, entre 1 kg et 5 kg de bactéries, de petits champignons et de micro-organismes, qui m'aident à digérer, qui font des vitamines que je ne peux pas synthétiser moi-même. C'est du vivant aussi, c'est pas vraiment le paysage. Et en même temps, quelque part, quand je produis des excréments et de l'urine, je fabrique le sol. Et donc autrefois... Ça, c'est intéressant. Excuse-moi, là je clique tout de suite là-dessus parce que vous allez aussi vous rejoindre avec Marc. On a je pense là-dessus, oui. Une mine là-dessus, on est une société géniale, c'est-à-dire qu'on va pisser et on tire la chasse avec de l'eau potable. Ça veut dire qu'on a un pays très riche. Bon, tout va bien. On peut récupérer, dire que ce qui paraît un peu pipi caca, etc., pour les gens, je veux dire, c'est ce que fait la nature. Je veux dire, le ver de terre, il n'arrête pas, quoi. Il fait ça, hop, et c'est grâce à ces excréments aussi que tout fonctionne. Et les animaux, c'est pareil. Et dans une forêt, c'est pareil. Est-ce qu'un jour, on n'a pas aussi une piste là, puisque donc... Alors, j'ai deux petits trucs, messages que j'aimerais bien donner ce soir. Un, effectivement, pipi caca, si notre instinct nous dit que des excréments sont mauvais, c'est bien et c'est normal, et il y a du risque. Voilà, n'allez pas cultiver des fraises ou des radis, pire, sur des excréments, s'il y a du choléra dans le coin. Par contre, l'OMS, qui a un concept qui s'appelle One Health, une seule santé, la santé humaine, la santé de la faune et de la flore et de l'écosystème, commence à dire, notamment dans les pays pauvres, il faut une station d'épuration, en fait, c'est du gaspillage. Entre le moment où il y a l'excrément frais et le moment où on va amener sur le champ quelque chose, à la rigueur, on a méthanisé ce qu'on fait ici sur la mer, mais on a consommé beaucoup d'énergie, on a perdu beaucoup de CO2, on a perdu des nutriments, on a perdu des choses qui peuvent faire des vitamines. Et donc le cycle naturel dans la nature, en fait, il y a une bouse de vache qui tombe, ça sent pas mauvais ou fortement sur place, et l'urine de la vache, elle n'a pas le temps de faire de l'ammoniac, ça sent pas mauvais, parce qu'elle est éparpillée un peu partout. Alors que nous, on va concentrer... Et parce qu'on a des bousiers qui font le boulot. Et effectivement, immédiatement, il y a des mouches, des bousiers, des asticots, et plein de choses qui vont vivre sur ce truc-là et l'intégrer. En Guyane, c'est hallucinant. C'est dans les minutes qui suivent, 2 heures après, vos excréments sont couverts d'asticots. Et c'est pareil pour les cadavres. C'est un autre truc qu'on ne veut pas reconnaître dans notre société. C'est-à-dire, dans la nature, dans une forêt normale, comme celle de Białowieża en Pologne, d'abord, il y a plus d'arbres que chez nous. Dans la forêt de Białowieża, c'est la dernière forêt primaire qui existe. Voilà, on peut dire ça. Un tiers des arbres sont morts. Et il y a plus d'arbres vivants que chez nous, et ils sont plus gros et plus grands pour les plus grands.
Et cet arbre mort, c'est l'humus forestier de demain. C'est un HLM pour des millions et des milliards d'organismes vivants. Voilà. Et chez nous, un arbre mort, c'est soit dans le sud, ça va brûler, bon Dieu, il faut les éliminer, ça va créer des incendies de forêt. Alors que l'humus, c'est une pompe, une éponge à eau, des inondations là. Si on avait gardé de l'humus, une partie de cette eau serait stockée. S'il y avait des castors qui coupent les arbres vivants pour les tuer, pour faire des barrages, chaque barrage de castors, c'est quasiment une piscine olympique qui garde de l'eau. À la fin de la dernière glaciation, il y avait des barrages de castors jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et on trouve des troncs fossiles à des endroits où aujourd'hui il n'y a plus d'arbres. Alors, crise du phosphore, ça c'est important. Le phosphore, il est dans votre ville. Il y a deux crises. Hein. Il y en a une, on va pas en parler ce soir, c'est celle du sable qui va pas tarder à arriver. Ça, c'est pour du sable de construction. Bon, ça, c'est une chose. Et puis aussi, donc, celle du phosphore. On va y revenir d'ailleurs aussi après avec Marc. Donc, et c'est là qu'effectivement que nos urines nous expliquent. Il est épouvantablement fragmenté. En 92, on avait fait un test pour la région, deux départements, Nord, Pas-de-Calais. Rien qu'en prenant les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les canaux, et je crois que c'est tout, il y avait 14 980 morceaux à peu près. Bon, si je rajoute les clôtures, c'est 4 millions de morceaux. Donc il n'y a aucun animal qui peut convenablement circuler dans l'écosystème pour remplir ses fonctions écosystémiques qui peut circuler. Alors là, Donc, c'est il faut défragmenter. de corridor biologique ou de trame verte. Absolument, dont on a parlé pour l'île. Et ça commence sur votre balcon, votre toiture végétalisée, le mur qui peut être couvert en plus de raisins qu'on peut manger si vous voulez. Et il faut recréer ce maillage qui est en fait la peau du paysage. La peau du paysage, ça ne peut pas être du béton, ça ne peut pas être du minéral. Si c'est du minéral, il doit être couvert de végétaux dans toute la mesure du possible. Alors, est-ce que ça, c'est une notion, Lise, sur laquelle vous travaillez? Ça aussi, c'est des notions. Tout à fait. Alors, toujours en termes de résilience, on travaille en ce moment sur une infrastructure verte de la ville qui permette de laisser la biodiversité se véhiculer, si je puis dire. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Alors, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est à l'échelle du permis de végétaliser, chacun apporte son bout de végétal, si je puis dire. En gros, mais c'est pas grave, faites de l'arachide, on va vous apporter les brisures biologiques du Vietnam, et voilà que le plat national, c'est de casser. C'est un délire. Donc l'autonomie alimentaire, c'est quand même que chaque société en circuit court puisse la photosynthèse, la calorie alimentaire, le cycle de l'azote, des légumineuses, le cycle des éléments minéraux, on va aller chercher les phosphates en sous-sol, on va aller chercher ça quand c'est coincé dans la feuille d'argile avec les champignons mycorhiziens, et c'est toutes les nations du monde qui ont intérêt à gérer le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, le cycle des éléments minéraux, en association très étroite, carbone, azote, on ne va pas vous raconter, mais enfin, le fumier, c'est quand même l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille, ça fabrique du fumier, ça fabrique de l'humus. Je veux dire que l'azote n'ira pas fertiliser des algues vertes et on n'aura pas besoin de des engrais azotés parce que quand on met des engrais azotés de synthèse ou l'urée, c'est parce qu'on n'a pas d'urine, alors que l'urine en France, il y en a trop, ça fertilise l'algue verte, alors on est en plein délire, quoi. Donc, l'autonomie, c'est d'abord ça. On va le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle des éléments minéraux, gérer tout ça en circuit court, avec une très grande proximité géographique, et évidemment ça va de pair avec une énorme biodiversité, parce que tous ces recyclages-là en question vont se faire au plus vite quand vous avez un écosystème extrêmement diversifié. Même s'il reste une agriculture urbaine, une agriculture rurale, il y aura encore des transports. Sachez même que dans l'alimentation, par exemple, si on pense à la contribution de nos produits alimentaires en termes de transport au réchauffement climatique, ce n'est pas le transport de la banane de la Martinique qui émet beaucoup de carbone à l'unité de poids et de volume. Non, non, c'est quand vous prenez votre voiture et vous allez remplir un caddie en allant sur la place sur le parking de Auchan. Enfin, tant pis, je cite les noms. Et voilà, et dans la partie... Ici, ils connaissent Auchan. Ils connaissent, bon ben voilà. Donc, y compris les circuits commercialisation de proximité, écoutez, ça peut être aussi une solution. Donc oui, il nous faut réhabiliter des circuits courts, peu d'intermédiaires, une proximité géographique, et ce genre de choses. En même temps, je me dis que oui, c'est possible. Alors, c'est hautement politique, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'à partir du moment où on veut que les politiques bougent et favorisent ce type d'agriculture et d'autonomie, il ne faut pas qu'on ait qu'une attitude dénonciatrice. Et moi, je rends donc hommage à tous les résistants qui mettent des jardins partagés, qui montrent des agriculteurs bio
les AMAP, les terres de liens qui essaient d'avoir du foncier pour installer des jeunes agriculteurs à proximité des villes. Tout ça, c'est des actions concrètes qui peuvent vous apparaître un peu militantes, peut-être un peu de niche, un peu de ceci. Mais moi, je peux vous assurer que quand il m'arrive de parler avec des ministres, ils m'écoutent, peut-être le discours scientifique, mais ils m'écoutent d'autant plus qu'on leur dit, mais il y a déjà des gens qui font. Et du coup, qu'est-ce qu'on attend pour créer les conditions socio-économiques et politiques pour que l'immense majorité des gens aient intérêt à faire ça? Ça part toujours de toute façon des gens qui sont dans les 4 carreaux de la marge. C'est-à-dire qu'une utopie, c'est jamais qu'un... Il fait quoi là? C'est pas... Ils sont en forme. Oui, c'est normal. Une utopie, c'est jamais qu'un rêve qui n'a pas encore été réalisé. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a balancé le curseur extrêmement loin. On essaye maintenant de le remettre effectivement à sa place. Avec Jean-Marie Pelt, avant de vous passer la parole maintenant, on disait lors de conférence, alors nous avons à la fois une mauvaise nouvelle à vous annoncer et une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors Jean-Marie, la mauvaise nouvelle, bon, Jean-Marie Pelt c'était un botaniste génial, c'était un raconteur du vivant, je dis ça pour les jeunes générations, et qui était un pharmacien, etc., et qui nous a popularisé beaucoup l'histoire des plantes. La mauvaise nouvelle, Jean-Marie. Oui, commençons toujours donc par la mauvaise nouvelle. Eh bien, la mauvaise nouvelle, mes amis, c'est que nous n'avons pas encore touché le fond de la piscine. Ah, bon. Alors Jean-Marie, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, mes amis, c'est qu'il y a un fond à la piscine. Et c'est ce qu'on se dit, là. Même si on en sait, on en savait, autrement, il y a un soyons très clair. Bon, mais parce qu'il y avait à côté, on se disait, je crois que c'est Brecht qui disait, le problème avec l'humanité, c'est que l'humanité, c'est nous. Bon, bah, c'est tout. Bah, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on est vivant, parce qu'il faut avancer, parce qu'on a des bombes, parce que voilà, parce que vive la vie, quoi qu'il aille. Quand les gens vous disent, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Ça, c'est une question qu'on a tous, hein, les uns et les autres. Moi, je dis, vous savez, le pessimisme est une lâcheté. En général, il y a un blanc, là, c'est le cas, etc. C'est beaucoup plus facile d'être pessimiste. Là, vous aurez, effectivement, et ce sera double peine pour vous. Vous voyez, donc, je ne dis pas que l'optimiste, il va réussir forcément à tous les coups, mais au moins, il sera un petit peu plus heureux. Allez, on y va. Faire société avec la nature. Alors, vous avez compris, on a quand même essayé de picorer, chacun avec son champ d'action, mais ça se rejoint quand même avec versus paysage, versus agriculture, versus l'île, ce qui se passe, etc., avec différentes échelles. Hein. On essaie de les combiner. On ne dit pas qu'on a une réponse, on est en train d'envoyer effectivement du questionnement aussi. Donc allez-y, réaction, questionnement, avec plaisir, c'est votre soirée. Donc ouais, on y va, cher monsieur. Alors on n'a pas 15 micros, mais moi je vais essayer de faire un peu de marche à pied parce que c'est mon truc. Ah, vous parlez très bien, allez-y. Concernant monsieur Yves Cochet, qui organise actuellement des stages de survie. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ce que vous en pensez, c'est un ancien ministre écologique. Donc, voilà. Donc, première question. Et la deuxième question, c'est je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va faire à la friche Saint-Sauveur. Ce qu'on va faire à la friche Saint-Sauveur, voilà. Et ça, on sent bien que c'est assez péché, donc c'est très local. Moi, j'ai pas tout le pédigré, mais ça, c'est vous qui allez donc l'apprendre. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre différentes questions. Donc, j'ai bien noté donc Cochet et donc la friche Saint-Sauveur. À vous de vous dépatouiller avec ça. D'autres questions. Je les prends, puis après on essaie de répondre afin de ne pas frustrer tout le monde. Alors, c'est normal au début, il y en a une, bon. Mais oui! Dans tout son avis, on n'a pas beaucoup parlé d'éducation. Alors, effectivement, la notion d'éducation. L'éducation, pas du bagage, tout au long, parce que là il y a beaucoup de jeunes, mais malgré tout, c'est peut-être ça une des solutions aussi, plus avancées. Jean-Marie Pelt à Metz a été un des premiers à débétonner justement quelques des cours de récréation et à avoir installé des potagers. Je crois que c'est vraiment ça a été ça. C'était une de ses premières actions pour dire, ben voilà, ça pousse, paradis, on en parlait donc tout à l'heure, ça peut pousser individuellement, ça peut pousser donc collectivement, mais c'était ça. Et ce que vous faites aussi, donc là sur vos bancs, c'est aussi un petit peu la même chose. Ok, sur la notion donc d'éducation, vous avez raison, on l'a pas abordé. D'autres ouais. Monsieur Bett tout à l'heure a parlé de décloisonner la question de
propriété privée pour aller vers un droit d'usage, si je puis me permettre de résumer votre idée. Si on peut adhérer à cette idée, comment par contre la mettre en œuvre, plus pratiquement parlant? Compris. Ok. Noté. Je vous en prie. Oui, quel est votre regard sur les fermes urbaines? Il y en a beaucoup sur les fermes urbaines, il y en a beaucoup sur Paris. Je voudrais avoir votre avis. Ça marche. Sur ces fermes urbaines qui poussent sur les toits, dans les parkings, etc. Je vais déjà vous dire, ça va pas